Fidèle au poste, mesdames et messieurs, de partout vous nous captez, c'est l'heure de votre magazine que vous propose la télévision Bossolo Télévision. À vous la parole. La République démocratique du Congo, 2 345 000 km² pour son développement a besoin de ses fils et filles, mais également du développement de son secteur, de ses secteurs. Mesdames et messieurs, les ressources naturelles du sol et du sous-sol acquis profite en République démocratique du Congo. Toutes ces questions taraudent les esprits des Congolais qui ne savent à quel sens se vouer. Ils jettent leur regard aux autorités qui gouvernent. Mesdames et messieurs, vous nous captez à travers le monde entier par notre page YouTube et aussi sur notre page Facebook. La télévision Bossolo Télévision totalise une année depuis son existence avec un programme fourni et des émissions inédites. Vous aurez le privilège de nous suivre encore et encore dans cet espace médiatique que nous offre la République démocratique du Congo. Pour en parler de toutes les questions évoquées sur les ressources naturelles, les budgets de l'État, les élections en République démocratique du Congo, qu'est-ce que les ressources naturelles de la RDC contribuent dans les budgets de l'État? Nous avons le privilège sur ces plateaux de recevoir un élu du peuple. Il s'agit de l'honorable Célestin Engelemba Bokoué. Il est du territoire de Monkoto, province de la Chouapa. C'est là où il est élu député national. Je m'en vais le souhaiter. Bonjour et bienvenue. Merci, journaliste. Vous allez très bien, honorable Célestin? Oui, je vais bien. Depuis le 15 juin dernier, vous êtes en vacances parlementaires. On peut avoir l'ambiance. Vous êtes à Kinshasa. Vous n'avez pas encore effectué le déplacement de votre fief électoral qui vous a élu. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en œuvre après les 3 mois d'exercice que vous avez passé ici à l'Assemblée nationale? Bien, merci, journaliste. Je peux vous dire qu'on a eu déjà le congé. Et puis, il y a eu quand même des préalables pour que nous puissions arriver. Et c'est pour bientôt que nous quittons ici pour aller dans notre fief électoral. Parce que depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais raté aller sur le terrain. Donc à chaque fois, je suis sur le terrain. Et je pense que je devais d'abord envoyer d'autres effets dans le territoire avant que moi-même j'arrive. Je ne voulais pas que je suis là et puis je n'arrive pas. Parce que je viens d'envoyer un véhicule pour le transport de la population. Bon, ça devait certainement me précéder avant que moi-même j'arrive. Donc bientôt là, je serai déjà chez moi pour vivre avec ma communauté qui m'aurait envoyé ici comme député national. Et pourquoi vos descentes dans vos provinces donnent l'image d'une propagande quand vous arrivez? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est une propagande. Parce qu'on vous reçoit avec pompe, oui, effigie des partis. Non, mais la population est en liesse, massée dans les grandes artères. Si la population a choisi bien son député, et une fois les députés étaient dans un travail, il les a quittés pendant 3 mois et quand ils rentrent, en tout cas, la communauté ne peut que se réjouir, recevoir la personne qu'on a choisie. La personne qu'on a choisie, qu'il a fait quel travail? Vous avez passé depuis le mois de mars 2022 jusqu'au mois de juin 2022, vous avez clôturé les travaux de la session ordinaire du mois de mars. Ouais. La population qui vous attend à Monkoto, vous les ramenez quel discours? Bon, d'abord, selon la loi, donc vous savez, le rôle d'un député, comme j'ai toujours dit, nous avons d'abord, il faut légiférer. Et puis faire le suivi, contrôler les gouvernements. Et bien sûr, nous associons aussi à ce que nous disons représenter la communauté. Et par rapport aux objectifs assignés par la loi, nous les faisons sur le terrain. Et puis, ici à Kinshasa, et il faut toujours aller au niveau de la base pour les expliquer. Mais il est vrai que, étant donné que le gouvernement trouve beaucoup de difficultés, les députés nationaux, à ce jour, sont en train d'aider un peu, d'accompagner le gouvernement autrement, en faisant d'autres actions de développement que le gouvernement devait le faire. Mais nous, aujourd'hui, nous le faisons. La construction des écoles, les ponts, les églises par moment, les hôpitaux, d'autres matériaux d'hôpitaux, il faut déposer, il faut aller amener. Et c'est ce que les députés font. Ils le font en lieu et place du gouvernement, certainement, mais c'est pour essayer une fois soulager, tant soit peu, la communauté qui vous a élu. Parce que
les pays, les milieux ruraux, comme nous venons de très loin, ils sont en difficulté et par moments, vous, ici à Kinshasa, vous trouvez que les 24 communes vous suffisent. Mais pourtant que les 140, les 120 et quelques, parce qu'il y a 145 territoires de l'intérieur, ils sont en difficulté. Les 145 territoires sont en difficulté. D'ailleurs, il y a déjà un programme initié par le chef de l'État qui peine à démarrer par rapport au développement des 145 territoires. Mais nous allons y revenir. Vous avez passé 3 mois de travaux à l'Assemblée nationale. Êtes-vous satisfait de la manière dont les travaux se sont déroulés? Oui, je suis satisfait. Bon, je ne dirais pas à 100%, mais je suis satisfait pour d'autres matières. Parce que c'était quand même une session qui n'était pas une session de blague. Mais c'est une session qui a traité beaucoup de matières. Et puis, la matière centrale, c'était la loi électorale. La loi électorale. Qui a été là. Mais à part la loi électorale, il y a eu d'autres lois qu'on a votées. Il y a eu aussi beaucoup de ratifications qui a posé beaucoup de problèmes parce que, certainement, avec d'autres ratifications, nous, là, comme députés, on n'était pas trop contents d'autres ratifications qui, par moment, nous avons des difficultés pour faire le suivi de ces ratifications. Et c'est comme si il y a beaucoup de prêts que nous prenons, mais que nous n'arrivons pas à bien contrôler. Et nous pensons que nous allons mettre un peu de mécanismes pour contrôler les ratifications que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez signifié tantôt ici que la matière phare était la loi électorale. La loi électorale, nous sommes à une année des échéances électorales. Si le pouvoir politique manifestait une bonne volonté d'aller aux élections, c'est quoi la part de la CENI après l'adoption, le vote et puis la promulgation de la loi électorale récemment par le chef de l'État? Oui, mais la CENI va se mettre au travail. Il s'est mis déjà au travail, il va continuer à se mettre au travail. Mais il a toujours... Parce qu'il attendait ces documents. Oui, il attendait ces documents parce que ça ne devait pas bloquer chez nous. Avec l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont terminé et nous devrions nous décharger de ce travail. Le président de la République aussi a promulgué la loi électorale. Donc, il s'est aussi déchargé. C'est pour dire que non, le président de la République et les deux chambres sont disponibles pour bien disposer pour les élections. Alors là, c'est la mobilisation des ressources qui va rester. Donc, le gouvernement doit mettre à la disposition de la CENI les moyens pour que la CENI puisse concrétiser les élections. Bon, une question aussi qui a retenu l'attention de l'opinion durant la session de mars qui s'est achevée le 15 juin dernier, c'était la destitution du ministre de l'économie. Vous avez destitué le ministre de l'économie. Est-ce que les préalables étaient respectés? Les préalables, non, oui, mais c'est aussi... Vous savez, je venais de vous dire, les contrôles parlementaires, c'est un processus, c'est une obligation des élus. Alors, il y a les députés, dans le cadre du contrôle parlementaire, ils ont trouvé que le ministre ne devait plus être là. Bon. La majorité a décidé, et puis c'est comme ça que le ministre de l'économie est parti. Est-ce qu'il est parti pour partir ou soit il est en train de traîner le pas? Non, il est parti. Présentement, c'est le ministre des Finances qui fait l'intérim, qui assure les affaires courantes. Le budget de l'État pour l'exercice 2022 est évalué à hauteur de 11 milliards de dollars. C'est l'Assemblée nationale, en tant que pouvoir budgétaire, qui a examiné cette loi émanant du gouvernement congolais. Mais on se pose la question, c'est un budget qui ne reste que dans deux papiers. Est-ce que le gouvernement congolais aura l'état de mobiliser toutes ces ressources? 11 milliards, c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué dans le budget de l'État congolais. Comment l'État congolais peut y parvenir dans la mobilisation de ces 11 milliards si ce ne sont pas que des chiffres qui vont rester sur papier? Bon, moi, je veux vous dire que ce n'est pas des chiffres. Vous savez, messieurs les journalistes, je suis aujourd'hui ici à Bosolo Télévision. Mais j'espère qu'il y a de cela une année, je pense. Si ma mémoire est encore bonne, il n'y avait pas, Bosolo n'avait pas l'autonomie. J'espère que Bosolo n'avait pas l'autonomie, il n'avait pas une maison à lui-même, il ne s'organisait pas. Mais il y a eu un projet dans la tête d'un leader, il a pensé, il a dit, OK, moi je dois avoir une infrastructure adéquate pour que je puisse organiser les émissions et puis vraiment servir la nation congolaise ou encore l'humanité. C'est un projet qui était dans la tête et puis aujourd'hui, on est là. De même aussi, le budget de l'État, on dit le projet de budget de l'État. C'est une projection. C'est une projection où le gouvernement voit
et puis il met ça sur papier, et on arrive au niveau du Parlement, on discute jusqu'à arriver à voter les documents qui sera mis en application par les gouvernements. Mais je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, les pays comme la RDC, un pays comme un sous-continent, ne peut pas avoir un budget de 11 milliards. Non, ça c'est pas un budget. C'est pas un budget qui correspond à notre pays. Et vous motivez ça en quoi? Pourquoi oui, ça ne peut pas? mais non, mais écoute. Parce que avec toutes les ressources que nous avons. Vous gobez les plus grands. Non. La plus grande partie de ces budgets, les institutions. Qui vous dit ça? Non, c'est pas ça. Avec toutes les ressources que nous avons, avec les sols que nous avons, avec toutes les possibilités que nous avons dans ces pays, le budget ne peut pas être à hauteur de 11 milliards. On peut dépasser, on peut multiplier ça par 2, par 3, par 4. Mais le président de la République, avec sa vision actuelle, il a dit non, ne voulons pas aller très loin, commençons quelque part avec Samadou Konde. Ils ont commencé avec 11 milliards. Et ça, c'est donner un objectif à atteindre, et puis ils se sont bâtis. Vous suivez aussi ici, chaque fois dans les rapports, et que non, on a mobilisé autant des Gérard peut dire ça, tout comme des GDA, ils disent qu'ils ont mobilisé ça. Mais je crois qu'ils sont en train de se battre pour la mobilisation. Et je pense aussi, j'ai suivi, il y a 3 mois, il y a l'ex-premier ministre qui était député ici. Adolphe Moussitou a dit qu'il a reconnu quand même que non, la mobilisation est en train de se faire. C'est pour dire qu'on peut mobiliser plus que ça. On peut mobiliser plus que ça. Vous venez d'évoquer tantôt que la majeure partie de la mobilisation de recettes du trésor public, du budget de l'exercice tel émane de régies financières. Mais vous êtes membre de la commission environnement, ressources naturelles, c'est comme ça que je vous ai présenté tantôt. Mais c'est quoi le rôle de votre commission au sein de l'Assemblée nationale? Vous êtes le pouvoir budgétaire. Bon, c'est comme ça que je voulais dire. Je me dis, je ne suis pas là vraiment pour faire trop d'éloges ou encore faire la propagande du président de la République. Non, mais je parle de la commission. Non, parce que j'ai dit, je vais répondre ça par rapport. C'est-à-dire, l'attitude, cette commission, nous avons une commission de l'environnement, mais j'ai dit, c'est référent de la vision du chef de l'État. Je me dis aujourd'hui que cette commission a des choses à dire. Et vous venez de dire encore une fois qu'il y a le budget de 11 milliards est difficilement trouvable. Pourtant, que moi je vous dis, avec toutes les ressources que nous avons et avec la vision du chef de l'État aujourd'hui, nous pouvons multiplier ces budgets que nous avons. Mais si et seulement si, on arrive quand même à donner la valeur économique des ressources que nous avons. Mais ces ressources-là, mais ça pose problème jusqu'à aujourd'hui que nos ressources n'arrivent pas à donner la valeur économique. Mais sont exploités. On prend l'or, on prend le diamant. S'il faut aller dans le pétrole, on prend la tourbière, on prend le cobalt. On prend aussi, je veux parler de la province de l'Équateur dont vous êtes issu. La province de l'Équateur regorge d'une grande forêt, la deuxième après l'Amazonie. Alors aujourd'hui, comment vous êtes un pouvoir budgétaire, aussi dans la commission environnement, vous ne pouvez pas évoquer des questions comme ça pour renflouer la caisse de l'État avec un budget conséquent qui peut répondre aux aspirations de la population. Non, nous pensons que durant notre législature, on ne sommes pas encore à la fin, mais les députés, les élus nationaux et les sénateurs aussi ne cessent de parler de cette affaire-là. Et c'est comme ça, par moment, nous avons un point avec le gouvernement. Parce qu'il nous contrôle le gouvernement, mais il s'est fait que la forêt, par exemple, la forêt en soi, on a trouvé, il y a eu la loi, il y a eu des lois, autrefois des lois, mais qui n'ont pas bien défini la politique de cette gestion de la forêt. Et puis, il n'y a pas une bonne politique, c'est vraiment de la mobilisation de ces ressources-là naturelles. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui une difficulté. Je peux vous dire que non, on a la grande forêt. Mais la grande forêt, là, rapporte à quoi dans notre pays? Il y a un problème. Une question. Même les cahiers, oui, mais là, c'est une question aussi qui se pose à moi-même. Que moi-même, je me pose. Et puis, je me dis, la forêt n'a pas de valeur. Mais vous ne relevez pas la question à l'Assemblée nationale. Non, nous vous limitez à faire une motion. Non, nous débattons. Une question orale adressée au ministre de Transport. Non.
Posons des questions. Oui, des questions. Nous débattons de ça, mais vous savez, c'est pas en une fois, c'est pas à 3 mois que vous pouvez terminer toutes les matières. Mais l'urgence s'impose. On a besoin de mobiliser les budgets de l'État, M. Célestin. Mais il est vrai que la forêt, concrètement la forêt, parce que quand vous voyez, même les cahiers de charges, même les paix d'argent qu'on mobilise, qu'on arrive à payer au niveau du ministère de l'Environnement, ça ne suffit pas par rapport à la valeur que la forêt a dans ces pays. Mais cette forêt est exploitée, pour votre information, par des expatriés. On voit les Portugais, on voit les Chinois qui prennent du bois et puis... Oui, mais vous ne sentez pas... là où on exploite, est-ce que vous sentez qu'il y a la paix? La population ne fait que crier. La population ne fait que crier et l'Assemblée nationale est mécontent de cette gestion qui s'est faite dans la forêt. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas parce que je suis parlementaire, mais aujourd'hui, les chefs de département de ces ministères, les chefs de ces ministères, à ces jours, fait un effort pour que nous puissions avoir certainement un peu des indicateurs qui doivent changer. Parce que la VPM, je sens en lui un esprit de changer un peu, que la mobilisation des ressources puisse aussi voir le jour dans ces ministères. Parce qu'autrefois, la forêt ne donnait pas la valeur économique, et pourquoi pas d'autres ressources naturelles que nous pouvons citer. Vous avez cité beaucoup de ressources. La tourbière. Mais je vous dis que la tourbière c'est dans les noms. Mais est-ce que dans les budgets de l'État, on ne voit rien? Et je peux vous dire, la dernière fois ici, j'ai posé même la question au ministre de Mines. Un minerai précieux comme le coltan, il n'est pas dans les budgets de l'État. C'est un problème. Et pourtant, c'est exploité. Oui, c'est exploité et ça donne beaucoup d'argent, plus que même, je peux dire aujourd'hui, c'est plus que même l'or, je peux dire aujourd'hui. Mais le coltan n'est pas dans les budgets. Et nous avons demandé, les budgets qui va nous présenter, si le coltan n'est pas là, moi, dans la salle, je vais dire que non, on doit me donner la valeur du coltan dans la mobilisation des ressources. Parce que le coltan, c'est un minerai précieux et qui est endémique pour la RDC, mais dans les budgets, il n'apparaît pas. C'est pas normal. Alors, vous êtes le pouvoir budgétaire. Quand vous votez avec des acclamations, le budget de l'État évalué à 2, 3, 4, 5 milliards, 10 milliards, 11 milliards, comme ce fut le cas, quand vous voyez ces insuffisances, c'est un document qui vous parvient. Avant, vous étudiez, vous avez le temps d'étudier ça et vous allez même dans la commission ECOFIN pour soumettre vos amendements. Mais pourquoi, dès la commission, toutes ces recommandations ne sont pas prises en compte? Non, il ne faut pas dire qu'on arrive à applaudir les budgets. Non, non. Mais avant qu'on arrive à applaudir ou à accepter ou à voter ou à laisser passer ces budgets... C'est à l'unanimité. Il y a toujours... Non, non, mais il y a toujours un débat. Il y a toujours un débat qui peut prendre 24 heures, voire aussi 48 heures. Ça, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition, mais la tradition où il y a des choses que nous refusons, que ça ne peut pas passer. Mais ça passe quand même. Non, non, mais ça passe. Ce qui passe, c'est ce que les députés ont accepté. Mais c'est pas que... Et puis, à part ça, on dit, on ne va pas tout terminer, mais on passe aussi d'autres aspects dans la commission, et la commission ne prend pas une semaine. La commission peut prendre 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, pour essayer une fois étoffer des choses. Et c'est un travail qui n'est pas un travail facile. Mais nous faisons quand même un effort pour que les budgets puissent être là. Ces budgets que vous voyez, je vous ai dit que c'est une projection, c'est une vision, mais qui doit être mise en application par les gouvernements. Et le gouvernement fait un effort. Mais nous pensons que dans le cadre des ressources naturelles, il y a beaucoup de ressources naturelles qui ne donnent pas beaucoup d'argent dans les trésors publics. Et pourtant, ça devait donner beaucoup d'argent dans les trésors publics pour que nous puissions certainement avoir un budget qui est capable de soutenir les besoins de la RDC. Maintenant, dans toutes ces manœuvres-là, qui vous pointez du doigt? C'est le gouvernement? C'est le ministère des Finances? Ou on ne sait pas, le ministère du Budget? Vous pointez du doigt à qui? Non, non. Je pense que... Parce qu'il faut dire la vérité. Non, non, pointer d'abord du doigt, c'est un autre problème. Nous tous Congolais, tout Congolais a le droit de donner sa brique pour que les bons mires soient là. C'est pourquoi il y a la démocratie. Hier, on avait un autre président, aujourd'hui, on a un autre. OK? Et puis, chacun qui arrive, il amène quand même une innovation pour que nous puissions construire ces pays qui se recherchent encore. Dire que c'est le gouvernement ne fait pas tout.
le président de la République ne fait pas tout. Mais non, le député ne fait pas tout. Le ministre de l'Environnement, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie. Non, je vous dis, il n'y a pas seulement des membres du gouvernement. Non, il n'y a pas seulement un ministère. Donc tous les ministères font un front commun. Parce qu'il y a toujours la complémentarité dans tous les ministères. Si nous parlons du ministère de l'Environnement, il y a le ministère du Tourisme, il y a le ministère du Développement rural, il y a le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage aussi. Il y a aussi le ministère de Pêche et Élevage. Alors tout ça là, il faut une complémentarité pour que nous puissions avoir la mobilisation, nous puissions avoir un pays, un État. Alors, ce qui est aujourd'hui, c'est que avec l'impulsion du chef de l'État, chacun là où il est, même ici aussi, vous contribuez pour que le pays puisse avancer. Donc, il n'y a pas à jeter des pierres chez tel ou tel, mais d'abord avoir la conscience de changer les données de ces pays, surtout dans la gestion, dans la gouvernance, dans la gestion des affaires publiques et dans la mobilisation des ressources à chaque instant. Les ressources naturelles du sous-sol congolais, vous avez parlé énormément de la tourbière. Et c'est quoi la valeur? Est-ce que cette matière est déjà exploitée en République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. Le coltan. Les coltans, à quelle valeur aujourd'hui par rapport à la transaction d'achat et de vente? Bon, messieurs les journalistes, je vais vous dire que la tourbière, à ce jour, reste une matière si papier. Ça, je l'ai dit parce que je n'ai pas de... Des données chiffrées. Je n'ai pas de données chiffrées. Et puis, je peux encore dire même notre forêt aussi. Parce que si la forêt avait une importance économique, les Grands Équateurs, les Maïndombe et l'Oriental ne devraient pas être comme ça. Comparer les Katanga et l'Équateur et Maïndombe. C'est comme la ligne ou bien le soleil et la nuit. Par rapport au développement. Ça prouve que, pour moi, la forêt n'a pas une importance capitale, une importance économique. Sinon, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement que nous devons définir pour qu'on puisse avoir vraiment des retombées. Et que les milieux où on trouve la forêt, ces milieux aussi ont droit à un développement. Ce n'est pas comme nous voyons ces derniers temps. Nous voyons que dans la forêt, donc là, c'est vraiment les rurales et les ruraux qui sont restés là-bas. Et rien ne peut être comme développement. Mais quand vous allez dans les mines, il y a le développement. Donc, je ne sais pas si la forêt n'a pas d'importance, mais c'est les mines qui ont l'importance. Là, c'est un problème et que nous devons suivre dans les jours qui suivent. OK? Et puis, la tourbière aussi, jusque-là, c'est une matière qui venait d'être découverte. Mais jusque-là, il n'y a encore rien qu'on peut dire que non, cet argent est venu de la part de tourbières pour faire les infrastructures ou encore donner un plus dans le budget de l'État. Jusque-là, ce n'est pas encore défini. Vous êtes insurgé sur la mobilisation de l'argent émanant du coltan. Et comment c'est flou là? Pourquoi les flous persistent dans ces secteurs-là? Bon, là, je suis très... On charge le ministre de Mines. Oui. Là, moi, Célestin, je l'ai dit avec force. Parce que lors du débat du projet de budget de l'année passée, ici, et cette année-là, 2022, j'ai posé la question au Premier ministre et au ministre des Mines. Pourquoi le coltan n'est pas dans les budgets? Je me posais cette question, je les ai posé la question, pourquoi il n'est pas dans les budgets? Pourtant, même le ministère des Mines, à lui seul, il peut mobiliser quelque chose pour qu'il puisse encourager les artisanaux, pour qu'ils arrivent à exploiter le coltan de façon artisanale, et puis que le gouvernement congolais rachète, et que c'est le gouvernement qui va les revendre. Mais curieusement, le coltan n'est pas exploité par les gouvernements. Le coltan est exploité par les artisanaux. Le gouvernement congolais n'achète pas, mais ce sont des pays voisins, dont le Rwanda, qui achètent le coltan pour vendre. Et demain ou après-demain, on me dit même qu'il y a une industrie de coltan qui est au Rwanda. Pourtant, le Rwanda n'a même pas un cristal de coltan. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Pour moi, je me suis trouvé que non, ce n'est pas normal. Mais je vous dis, les ministres de Mines ne m'ont pas répondu. Et puis, bon, ces jours-là, ce n'est pas elle qui doit me répondre, c'est le Premier ministre qui doit répondre à cette question. Mais cette question, jusqu'à aujourd'hui, je reste encore dans ta soif. Dans ma soif, et je dois en savoir.
Et vous voyez les coltans quitter la RDC pour le Rwanda, mais pourtant que les pays pouvaient s'organiser pour racheter chez les artisanaux et les vendre proprement et que l'argent puisse entrer dans le trésor public. Là, je suis vraiment très mécontent de ça. Vous êtes très mécontent de ça. L'argent qui va servir aux prochaines élections de 2023 qui pointent à l'horizon, vous êtes le pouvoir budgétaire. S'il faudrait imaginer, d'où viendrait cet argent? Mais dans la mobilisation des ressources internes. Nous avons commencé d'abord par là. Mais même si la communauté internationale peut venir en aide, mais d'abord, c'est déjà l'option qui est en train d'être élevée? Oui, bien sûr. D'abord, nous commençons par nous-mêmes. Et puis, avec tout le balai diplomatique que le président et le gouvernement sont en train de faire, les partenaires étrangers peuvent venir en appui. Mais d'abord, les sous-bassements, c'est la mobilisation interne. Donc, tu ne pourras pas faire une élection 100% congolaise? Non, mais pourquoi pas? Mais puisque vous évoquez la question... Non, mais vous savez par moment, en 2018, c'était comment? Et il y a des moyens. On peut faire à 100% congolais, mais s'il y a un partenaire qui trouve que non, même si on n'a pas demandé, dit bon, moi je vais vous appuyer. Nous, on ne va pas refuser. On demande par la main gauche pour redemander par la main droite. Non, mais vous savez, moi je m'inscris toujours en faux parce que quelque part il faut avoir la tête d'être indépendant. Parce que, par exemple, quand je vois les ressources naturelles, même quand on amène de l'argent de l'extérieur, si on n'avait pas la forêt, si on n'avait pas l'eau, on n'avait pas les tourbières, on n'avait pas de diamants, on n'avait pas l'or, on n'avait pas le fer et tout ça, le or, la communauté internationale ne devait pas venir. Nous devons nous mettre en tête que quand ils amènent leur argent, nous avons les fonciers. Nous avons les fonciers. C'est 50-50. Le président de la République l'a bien dit. Nous ne voulons plus que vous puissiez nous imposer. Non. C'est les projets gagnant-gagnant. Vous venez avec l'argent, nous vous donnons. C'est comme ça que nous devons aller. Mais si nous devons continuer à dire c'est la main qui donne, c'est la main qui domine, non, moi je suis vraiment très mécontent de ça parce que si on n'avait pas de diamants, si on n'avait pas un sous-sol bien, si on n'avait pas la forêt, il ne devait pas venir. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'argent de la forêt dans les Sahel. On ne peut pas parler de ça parce qu'il n'y en a pas. Mais s'ils viennent chez nous, parce que nous avons l'eau, nous avons la forêt. Et le gouvernement congolais doit toujours négocier en position de faiblesse. Et c'est là où je condamne par moment au niveau du Parlement. Ce n'est pas ici. Je ne dis pas parce qu'ils sont en dehors. Même au niveau du Parlement, je dis toujours clairement que le gouvernement doit toujours négocier en position de force. Il ne faut pas négocier en position de faiblesse parce qu'on dit, nous vous amenons 100 millions. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. On amène ça parce que nous avons notre foncier, nous avons la potentialité. Quand ils amènent, et nous avons la potentialité, nous négocions, comme a dit le président Tshisekedi, nous négocions table sur table, 50-50. Et c'est comme ça. 50-50, nous négocions. Honorable Ekilemba, 70 ans après, la République du Congo venait de célébrer la fête de son indépendance, de son accession à la souveraineté internationale. Aujourd'hui, on a cité les grands auteurs qui ont fait l'indépendance de la République du Congo. Nous reconnaissons Patrice Emery Lumumba, Paul Maurice et aussi Okito. Mais nous ignorons quelqu'un qui en parle de moins en moins, mais il est issu de votre province aussi, de la Chopa. Il s'agit de celui qui a arraché le sabre du roi à l'époque lors du défilé au boulevard du 30 juin. Alors j'aimerais poser une question de savoir qui reste de la personne qui a arraché le sabre. C'était quoi comme symbolique? Merci pour la question. Je ne croyais même pas que vous allez me poser cette question. Je ne sais pas si, bon, c'est tellement qu'avant de venir... C'est dans nos investigations. Non, c'est avant de venir, vous saviez que je suis de mon coteau. Et puis, le monsieur là, appelé Ambroise Boimbo, c'est un notable de mon territoire. C'est un notable de mon territoire qui était gendarme autrefois. Mais à la fin de compte, il était démobilisé comme gendarme. Et il était devenu électricien. Mais étant donné qu'il était nationaliste, le 29 juin, parce qu'ils avaient déjà l'information que la Belgique va venir, le roi va venir, mais par moment, ils vont venir seulement tester si les Congolais sont prêts à cette indépendance ou pas. C'est-à-dire, la Belgique aussi ne voulait pas nous donner l'indépendance. Ils étaient un peu en train de tâtonner, même si le patriarche Lumumba faisait du bruit, il faisait du boucan, mais les Belges n'étaient pas vraiment sûrs. Ils étaient encore en train d'exploiter le Congo. Ils disent non, ce n'est pas encore prêt, nous devons prévoir. Alors, étant donné que Boimbo savait qu'il y avait un peu des hésitations pour cette indépendance, les jours, les 29 avant les 30,
sur le boulevard 30 juin, il y a eu des gendarmes. Vous voyez, il y a eu 2 présidents. Il y a les rois et le président Kassavou. Ce n'est pas facile. Le président Tshisekedi est en train de passer dans sa Jeep décapotée et vous venez devant la garde républicaine à côté et sauter dans le président Tshisekedi, prendre ce que le président Tshisekedi a dans sa main. Je ne sais pas. Il faut avoir quel courage. Il faut avoir quel courage. Et cette période-là, c'était la période coloniale. Et un monsieur saute dans les sables du roi et il saute devant, il prend, il ravit les sables du roi et il crie « Vive l'indépendance » 3 fois et il fuit. C'est alors que les gendarmes de l'autre fois les pourchassaient pour aller les maîtriser, les jeter dans la Jeep tout en les tabassant comme pas possible et l'amener en prison. Même si le soir, le roi a demandé qu'on puisse sa le libérer. libération. Mais il a été tabassé. Mais ça, c'est ce qui fait que nous disons une indépendance matérielle. Il y a eu l'indépendance verbale, politique, mais l'indépendance matérielle. Chez nous, nous sommes équatoriens, nous sommes congolais. Le sabre, c'est symbole du pouvoir. le symbole du pouvoir. Mais quand quelqu'un vient ravir les sabres, tout comme les chapeaux, comme était Mobutu avec son chapeau, et vous venez, vous prenez, c'est une façon de prendre le pouvoir. C'est Boyimbo qui aurait pris le pouvoir des Congolais. Il a ravi le pouvoir qui était dans les Belges, et puis il a ravi. Mais curieusement, il est de moins en moins cité dans tous les efforts. Aujourd'hui, je suis très content que les compagnons de Lumumba sont reconnus, mais Boyimbo n'est pas reconnu. Pourtant, depuis que nous sommes là, nous avons fait des démarches au niveau du ministère de Culture et Arts, au niveau de la chancellerie, mais jusque-là, il n'y a pas une réponse. C'est comme s'il y a silence radio. Mais nous pensons que la Chouapa et les Grands Équateurs demandent que ces grands responsables, avec l'acte de Pavou qu'il a fait, Boyimbo, Ambroise soit quand même reconnu comme parmi les héros, parce que cet acte-là, personne ne peut le faire sans que tu puisses être vraiment utilisé par Dieu. Honorable Célestin Engelemba Bokoué, il est du territoire de Monkoto, dans la province de La Chouapa. Il a parlé avec son cœur de toutes les questions qui concernent les ressources naturelles, son apport dans le budget de l'État, parce que l'État congolais a besoin de se développer au travers ses fils, ses filles, mais également par rapport à ses ressources naturelles du sol et des sous-sols. Vous avez suivi à vous la parole, mesdames et messieurs, de partout à travers le monde. Prochain rendez-vous, c'est le mardi prochain. Au revoir.